Du coup, même chose pour la fin de l'épisode. Quand j'arrêterai l'enregistrement, il faut pas que tu partes de suite, sinon tu devras revenir parce que ça aura pas uploadé ta partie. Alors, laisse-moi une petite seconde, le temps de pas accrocher ma phrase d'intro, et après on est parti, ok? Redis-moi comment tu dis ton nom de famille, j'ai un problème avec ça. Briez. Briez, ouais. Ok. Aujourd'hui, on est en présence de Alain Briez. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Du coup, Alain, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu le présenterais? Alors, en deux, trois phrases, pour être vraiment bref, je dirais parti du mauvais endroit, j'ai rien respecté et maintenant je suis arrivé à une vie que je kiffe bien. Ouais. Ok, dis-nous en plus un peu sur tes projets, qu'est-ce qui fait que tu kiffes la vie aujourd'hui? Aujourd'hui, je kiffe la vie parce que, ben, comme je disais, je suis parti donc d'un endroit qui était vraiment pas propice en fait à vivre enfin, à vivre ses ambitions pleinement et un peu sa forme de liberté. Et le fait en fait que j'ai pas accepté de suivre les règles comme elles étaient établies et que j'ai essayé des choses vraiment différentes, ça m'a Tu peux permis de définir l'endroit? Comme ça, c'est plus ouais, précis pour les gens. ouais, ouais. Alors, ben, vraiment professionnellement en fait. Moi, ce dont je parle, c'est professionnellement le fait en fait parce qu'il faut savoir que moi, j'ai arrêté l'école très tôt. Je viens d'un milieu social qui est plutôt défavorisé. Et j'ai dit plutôt pour essayer de, de relativiser les choses. Mais en gros, l'idée, c'est que là où on m'a dit que c'était pas possible et qu'il fallait que ben, je diminue mes ambitions, ben, j'y ai pas cru. J'ai essayé des chemins détournés pour ben, rentrer sur des types de jobs dont j'avais envie, même si je n'avais pas forcément la formation, pas forcément l'expérience. J'ai essayé des manières alternatives d'apprendre les choses ben, via Google, via YouTube, pour développer, enfin, développer des connaissances qui me permettent de trouver des jobs qui me plaisaient. Ça n'a pas marché. Du coup, j'ai décidé ben, de créer mes propres jobs et finalement ben, de créer mes opportunités. Et à force de cette expérience-là, ben, j'ai eu accès à tout un nouveau monde d'opportunités professionnelles. Je vois par exemple en ce moment, j'ai des projets personnels, mais je suis aussi salarié d'une boîte euh, qui s'appelle Germinal, où on fait donc du growth pour des grands groupes et des startups, et maintenant où on fait de la formation. Euh, et, euh, et ouais, enfin, je suis rentré dans cette boîte-là parce que j'ai réussi à vraiment actionner en fait les choses que j'ai apprises, à les mettre en pratique par moi-même. Et finalement, ben, j'ai pu prouver que j'avais de la valeur sur des choses. Et aujourd'hui, j'ai d'ailleurs là-bas le poste de Chief Nawak Officer qui consiste, qui consiste à monter des business totalement inutiles, mais pour prouver en fait la puissance de la méthode du growth marketing. Ok, ouais. Donc c'est toi qui es à l'origine de merde, de Moulac. Moulax.vc, ouais, c'est moi le génie du mal. Ok, stylé. Et ça t'est venu comment un peu cette idée-là? L'idée de Moulax.vc, Ouais. c'est une idée très drôle. En fait, ça vient d'un post de notre CEO Grégoire Gambato, qui avait fait un post sur LinkedIn sur le fait qu'il était devenu Business Angels, qu'il venait d'investir dans une startup. Et en fait, dans le déroulé du post, on apprend qu'il a investi 5000 euros dans une startup. Donc là, c'est parti en blague en interne où ben, on rigolait les uns avec les autres, mais c'est après le but du post en fait. Et du coup, j'ai commencé à proposer aux gens de la boîte, ben, vu que nous, on voit des startups à longueur de journée et que potentiellement, on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas à force de le voir, ben, j'ai demandé qui est-ce qui était intéressé pour mettre éventuellement des tickets dans des startups, qu'on se groupe ensemble et puis qu'on essaie de financer des projets cool. Et là-dessus, ben, j'ai créé une landing. Et le but de la landing, c'était juste de troller un peu Grégoire sur les 5000 euros investis en le présentant comme un investisseur aguerri. Et du coup, la page l'a fait rire, il a partagé un post et ça a fait un carton. Ah oui, oui, j'ai vu passer ce post, il m'a impressionné. Ouais. On a eu 30 000 visites, je crois, en 24 heures. Enfin, un peu plus de Ouais. 24 heures. Alors, sur son post LinkedIn, il dit qu'on a eu 250 demandes. C'est totalement faux parce que là, sur les demandes, on en est. Bon, ça fait un pic et ça s'est arrêté tout de suite, mais on en est à plus de 1000 enfin, formulaires de contact remplis et on est à 60% de demandes valides, en fait, de vrais trucs. Donc, Ah oui. impressionnant. C'est assez impressionnant.
Ah oui, oui, non, mais enfin, Je dis pas que et c'est que, juste, ouais, t'allais dire je dis quoi? pas que, je dis pas que c'est 60% de demandes de grosse qualité, mais en tout cas 60% de gens qui sont sérieusement intéressés et à peu près répartis à 50-50 entre les gens qui veulent lever des fonds, les gens qui veulent mettre des fonds. D'accord, ouais. Hmm. C'est impressionnant parce que pour le coup, enfin, ça a l'air d'être un secteur un peu particulier où tu te dis, ben, il y a certaines règles à respecter, un certain ordre, il y a des gens qui sont ici, c'est pour une certaine levée de fonds, etc. Jusque-là, moi je voyais ça comme ça et je pense beaucoup de gens aussi. Et finalement, en fait, avec la landing, vous avez prouvé que bah non, c'est pas du tout ça les règles du jeu. C'est Ouais. juste que c'était comme ça depuis le début et que personne n'a rien dit, quoi. C'est ça, bah, c'est un peu ça c'est un peu ça qui résume ce que je disais avant, parce qu'en fait on a souvent des choses qu'on a socialement intégrées parce que ben on a grandi avec, qu'on nous dit que ben le boss d'une boîte ça porte un costume avec une cravate trop serrée, que pour faire ci on doit être ça, enfin, et en fait ces choses-là on les challenge pas et je trouve que c'est vraiment dommage parce que en fait ça crée un vrai drame, c'est que dans les milieux sociaux plus difficiles, euh, en fait, il y a pas la possibilité de l'ambition parce qu'en fait, personne se rend compte que c'est possible. Enfin, genre, c'est même pas dans le spectre des possibles le truc de se dire je vais lancer un projet. Alors que franchement, lancer un projet, bon, il y en a, il y en a 20 sur 21 qui vont foirer, mais ça coûte 30 balles de lancer un projet aujourd'hui, quoi. Ça coûte rien du tout. Ça coûte 30 balles d'hébergement et des tripes et d'aller faire les choses, d'essayer, de se planter, d'accepter, de réessayer encore. Et, euh, et c'est ça, je pense, qui est important. Et c'est pour ça que je suis vraiment attaché au non-respect des règles établies dans ces trucs-là. Ah, mais je te comprends clairement. Puis, j'irai même plus loin. Je pense que maintenant, tu peux arriver à lancer un projet, un business et gagner des euros sans en avoir dépensé aucun. Vraiment, si tu vas vraiment à l'économie et que tu as vraiment envie de péter les règles, parce que par exemple, tu vois, dans les règles établies, tout le monde se dit, ah ouais, mais si je lance un projet, il me faut un nom de domaine. Bah non, mec, tu t'es pas obligé. Franchement, tu peux faire avec un nom de domaine pourri qu'on t'a donné, parce qu'il y a plein de sites, genre Bubble, etc., qui te font des domaines, des sous-domaines de leur domaine, et c'est OK, tu vois. Et en vrai, tu peux arriver à vendre, même comme ça. C'est Donc, vrai. je suis sûr que peut-être c'est un vrai défi que j'aimerais me mettre, c'est arriver à gagner des sous avec un projet en n'ayant rien dépensé, genre zéro. Je suis trop chaud d'essayer de faire ça. On peut en parler En- après, en- mais Mais ouais, et je sais pas si t'as vu, il y a pas longtemps, il y a Kylian, j'ai oublié son nom de famille bien sûr parce que je suis très mauvais avec ça, mais qui a lancé sur LinkedIn un défi pour tous les gens qui ont des newsletters de faire pendant le mois de septembre, on fait 1000 personnes en plus sur notre newsletters. Et du coup, je me suis inscrit à ce défi et il y a tellement de gens qui sont inscrits et je trouvais ça trop cool. C'est un défi un peu social, tu vois. Il faudrait trop lancer un truc comme ça, genre un défi. Vous faites tous genre 100 balles de bénéfices sans avoir rien dépensé avec votre projet perso, quoi. Même ça 1000 pourrait être, balles. ça pourrait être ouf. Puis en fait, en fait j'aime bien ce genre d'initiative parce que ça montre vraiment qu'il y a un tas de trucs qui sont possibles et on s'en rend même pas compte en fait. Oui, mais c'est le principal problème des gens, c'est que Ouais. ils sont bloqués avec leurs propres règles qu'ils ont entendues ou des fois qu'ils se sont mis eux-mêmes. Mais dans la vie, c'est trop ça, hein. C'est à partir du moment où tu casses tes règles comme ça, Ouais, c'est c'est ouf. assez incroyable. Puis même si t'es pas vers la gloire ultime, ben, au moins t'as kiffé, t'as essayé des choses, enfin, et puis après, le danger est complètement nul, tu vois. Parce que des fois, j'entends des gens parler des risques que tu prends. Enfin, je veux dire, tu vas faire une carrière lambda dans une boîte où tu vas finir cadre moyen. Si t'es arrivé là 2 ans plus tard, 2 ans plus tôt, c'est pas grave, quoi. Prends 2 ans pour te foirer. Oui, oui, ça change rien. Puis il y a plein de gens qui, en fait, tu peux faire ça aussi pendant ta carrière. Genre, le meilleur exemple, c'est le dernier invité du podcast, Johan Lopez, qui est sorti là, l'épisode. Le mec est CMO de Comet, c'est pas rien. Tu vois, niveau carrière, il est pas trop mal. Eh ben, le mec a lancé ses side projects et maintenant il est en freelance, quoi. Parce qu'en fait, ses side projects, ils marchent trop bien. Ouais. Et forcément, mais du coup, tu te dis, ouais, on va peut-être bosser différemment, quoi. Et c'est ça que j'essaie de porter avec Indie Maker, tu vois, c'est faites des projets, les gars. Il n'y a pas besoin d'être ultra connu. Il n'y a pas besoin de faire une méga startup. C'est gagner des sous avec. Une fois que vous en aurez fait plusieurs, parce que ça marche pas du premier coup. On n'est pas tous des génies, malheureusement. Et ben, après, ça change ta vie, quoi. Une fois que tu fais ça, ben, t'es beaucoup plus libre de faire ce que tu veux. Je pense que quand tu te mets dans la dynamique de péter des règles,
en fait, tu te rends compte que bah, déjà, même dans ton boulot, tu vas pouvoir changer les règles, tu vois, et imposer des trucs que tu n'aurais pas cru possible, tu vois. Genre, moi, dans mon taf, je suis CTO, tu vois, j'ai un poste haut placé aussi dans ma boîte, et pourtant, je leur ai dit, ben, en fait, les gars, je travaillerai que 4 jours par semaine. Le cinquième jour, c'est pour faire mes projets. C'est pour ça, tu vois, aujourd'hui, on est vendredi, on fait mes projets. Et ça marche, en fait. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais mec, enfin, non, tu peux pas avoir un bon poste et pas travailler beaucoup. Bah si, tu peux arriver à faire les deux si tu imposes tes règles et que tu ne suis pas les règles que tout le monde pense que c'est comme ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Puis même le fait après d'avoir tes propres projets sur le côté, c'est vrai que ben, professionnellement, t'es pas la même personne en fait quand tu as mis les mains vraiment dans des choses, que tu commences à les manager, que tu commences à comprendre les thématiques de la croissance, de tout ça. Ben, c'est vrai que tu arrives dans ton poste au quotidien, même pour ta boîte, c'est une plus-value qui est indéniable parce que ben, t'as vraiment des choses en plus à apporter. Mais c'est pour ça aussi que c'est pas une prise de risque que ce soit sur le côté d'un taf ou que ce soit vraiment à temps plein parce que tu as envie de faire le tryharder pendant un moment, mais tu vas en tirer des choses en fait de cette période. C'est pas une période morte où avec un gros blanc sur ton CV, ça faut le valoriser et finalement c'est que du positif, quoi. Bah, c'est toujours une histoire de casser des règles, finalement. Si tu suis les règles préétablies, déjà, t'es sorti du modèle, et du coup, ben, si tu continues à suivre les règles, tu vas dire, ben, j'ai rien fait pendant un an, tu vois, j'ai pas bossé. Hmm. Si tu changes les règles, tu dis, j'ai fait un projet d'entrepreneuriat, j'ai appris de malade, et du coup, j'ai un grave d'expérience à ramener si vraiment tu as décidé d'arrêter de faire de l'entrepreneuriat et de redevenir salarié, quoi. Ça C'est ça. dépend quelles règles tu as décidé de suivre, quoi. Et du coup, tu peux en arriver même à te faire embaucher avec des tatouages sur le visage. C'est incroyable. Eh ben, tu sais quoi, j'osais pas amener sur ce sujet, mais tout à l'heure tu m'as parlé donc que tu avais des rendez-vous avec des grands clients. Parfois, c'est pour ça que tu as bien mis un fond noir derrière, Hmm. les auditeurs verront peut-être jamais parce que la vidéo n'est peut-être, en général, j'enregistre, mais pour le moment, je la diffuse pas. Et du coup, est-ce que c'est les tatouages sur le visage, c'est quelque chose qui est genre compliqué quand tu as des grands clients, tu vois, ou... Alors, les tatouages sur le visage, pour le coup, non, c'est vraiment pas un sujet compliqué. C'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai commencé l'entrepreneuriat, en fait, c'est parce que je pouvais plus trouver de taf. Et en fait, moi, à l'époque, je vivais en Asie, en Thaïlande. Et du coup, l'idée, c'est que j'essaie de trouver un travail là-bas, mais enfin, je trouvais rien du tout avec ce look-là. Et je disais que finalement, bah, j'étais assez carré sur mes sujets et je voyais pas trop le problème. Mais toujours, ben, c'était le problème de faire face aux clients, ben, voilà, l'a priori que la relation va mal se passer. Finalement, ben, ben, du coup, j'ai monté mon propre projet entrepreneurial où j'ai fait face à des clients grands comptes et pas du tout. Et aujourd'hui, avec Germinal, enfin, j'ai eu des réunions enfin, je sais plus combien de groupes de grands comptes en France. Il n'y a jamais eu un souci, une remarque, ou sinon positive, mais sinon, un intérêt, une curiosité à la limite. Mm. Du coup, ils se rappellent de toi, c'est pas mal. Ouais. Mais je pense qu'après, il y a une grande histoire d'authenticité dans la façon dont tu te comportes et dans la façon dont tu es. Je veux dire, au bout d'un moment où, quand tu es un petit peu particulier, mais que c'est assumé et que c'est du 100%, finalement, les gens, en fait, acceptent la personnalité, en fait, je pense. Ouais, ouais, mais je vais encore y revenir, mais c'est toujours l'histoire des règles que tu décides de suivre, quoi. C'est ça. Si t'as décidé de casser le game en ayant des tatouages sur le visage, ça marche. Si tu penses que tu vas te faire victime tout le temps, bah du coup tu vas te victimiser, quoi. C'est- Ouais. ça aide pas. Ça aide Je pas. pense, je pense que tu as raison. Ah, ok. Eh bien, stylé cette introduction. J'aimerais qu'on revienne un petit peu à c'est quoi parce que là on en a toujours pas parlé. C'est quoi tes projets à toi que t'as en ce moment? Ok. Alors, j'ai quelques projets, moi, sur le side. Principalement, j'ai des projets. Alors, déjà, j'ai mon emploi salarié, qui est ma priorité en termes enfin, de mes journées, de mon temps passé. C'est pas ma plus grosse source de revenus, du tout. Mais du coup, c'est voilà, le projet dans lequel je mets vraiment beaucoup de cœur. Euh, Ça, du coup, tu le fais par kiff, pas par besoin monétaire, quoi. c'est Ok. un kiff total. Pour moi, travailler chez Germinal et d'être Chief Nawak Officer, lancer des business inutiles, j'ai pas besoin de te dire que c'est clairement un kiff. Mais Et en vrai, c'est trop bien parce que t'es arrivé à mettre dans ton propre boulot le fait de faire des side projects, hein. ouais, C'est... c'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf. Alors, du coup, ouais, donc j'ai ça.
Et sur le côté, j'ai un e-commerce qui tourne. Ok, Donc je fais du dropshipping sur le côté. J'avais déjà fait même une interview là-dessus. d'accord. Là-dessus, en fait, dropshipping classique, en fait, sauf que j'essaie de me positionner sur des produits qualitatifs. Ok. Donc voilà, qualitatif avec un gros support client. Et ça, c'est des side projects alors c'est un side project qui m'a pris beaucoup de temps au début à mettre en place et que j'ai par la suite automatisé à fond. J'ai maintenant 2 personnes à temps plein dessus, une personne Ah francophone oui, et une personne anglophone qui gèrent tout mon service client. On a tout automatisé derrière pour avoir un truc super clean. Parce que maintenant, quand tu fais du dropshipping, et moi je fais de la pub Facebook principalement, tu es obligé d'avoir un service client irréprochable pour pouvoir continuer en fait, à faire de la pub. Et du coup, voilà, on a créé une vraie petite boîte en fait, qui fonctionne à 2 personnes et sur laquelle maintenant je dois passer environ 10-20 minutes par jour, je pense, à checker le soir si tout se passe bien. d'accord. Du coup, ils sont genre employés à plein temps, quoi. Ouais, ils sont employés à plein temps. Et Stylé. donc j'ai Et ça qui génère pas mal de cash. Ça, c'est une de mes sources principales de revenus. alors, Euh, est-ce que tu peux parler un peu de chiffres? Ouais, ouais. Alors sur, le dropshipping, pour donner quelques chiffres, sur l'année en cours là, j'ai fait en chiffre d'affaires, faut savoir que je suis en moyenne suivant les mois entre 25 et 30 de marge et sur mon chiffre d'affaires, je suis à presque 350 000 € Sur l'année. sur l'année en cours là. Ouais. Donc C'est pas ça, mal. ouais, du coup, je suis assez content. Ouais, Et ouais. du coup, à côté, je fais un peu de consulting justement sur des projets innovants, justement des gens qui ont des projets innovants dans le pipe, qui savent pas comment les lancer. Et donc, je consulte là-dessus sur comment passer de 0 à 1 sur ce type de projet. Sinon, là, j'ai en Thaïlande un projet qui est le plus grosse envergure, qui est une plateforme d'hébergement cloud, un peu à la DigitalOcean, tu dois connaître. Ouais. Yes. En fait, je suis en train de développer un espèce de copycat de DigitalOcean, mais adapté aux contraintes administratives du marché thaïlandais avec des méthodes de paiement plus simples. Oui, qui correspondent au marché, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est un projet qui est pas encore, qui fait pas encore de chiffres, sur lequel on a déjà testé la traction et qui a une très bonne traction. Mais ça, c'est un projet c'est un projet de plus grande envergure. Ok. On pourra mettre en description les liens de tous ces projets-là, du consulting, du e-commerce. Avec plaisir. Avec plaisir. Parfait. On va trouver la grosse landing page fake it until you make it, où tu essayes de t'inscrire et à la fin, tu as le message de c'est pas possible. Parfait, parfait. Ben, comme ça, les gens auront un exemple et pourront aller voir. Alors, je sais pas si ça restera tout le long, mais en tout cas, quand il sortira, au moins. Yes. J'avais une question sur ton e-commerce. Du coup, le dropshipping, t'es le premier à venir dans ce podcast qui en fait. Pourtant, j'en ai cherché des gens qui faisaient du dropshipping, mais ils se cachent un peu parce qu'ils ont pas trop envie de parler Mhm. des projets qu'ils arrivent à faire. Est-ce que tu peux parler un peu plus précisément de genre de produit que tu vends pour donner un exemple aux gens ou... Ouais, par contre, je vais être un peu large. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je fais des stores un peu nichés. Je fais des stores un peu nichés et moi, je suis dans tous les accessoires beauté, fashion pour hommes. Euh, c'est Ok, oui. ce que je fais aujourd'hui, moi. Ouais. D'accord, oui. Oui, sinon, je t'aurais proposé de parler de qui marche bien mais qui marche plus maintenant. Alors, ouais, je peux faire ça. Il y avait alors un bracelet à l'époque que je faisais qui marchait très, très bien. C'était un bracelet, tibétain, enfin, bracelet tibétain en pierre de lune, ouais, ça faisait tu avais des petites boules un petit peu poreuses, qui faisaient pierre de lune avec une boule bleue dessus. Je suppose que ça voulait dire quelque chose, je ne suis pas trop au courant, mais en tout cas, ça se vendait pas mal. Ok. Donc ça, c'était un Et peu du... ça. Ouais, ok. Donc ça, c'était c'est un des premiers que t'as fait, du coup, je suppose? Non, alors les premiers trucs que j'ai fait moi à l'époque, c'était plutôt des cadeaux, des choses comme ça. Je suis venu en fait petit à petit sur des accessoires, de ce type-là, parce que ça allait me permettre d'enchaîner les produits AliExpress, j'allais pouvoir vraiment créer une espèce d'univers autour de ça, créer une espèce de marque, et c'est là que j'ai décidé de me diriger vers la niche homme parce que du coup je prends plaisir à gérer tout ce qui est copywriting, tout ce qui est élément de branding un peu dans ce secteur-là. Ça me fait assez rire et du coup,
j'ai décidé de me mettre à fond là-dessus. Ouais, Ouais. OK. Parce que du coup, je suppose que, au final, si les produits te parlent un petit peu, c'est plus facile pour toi de pouvoir les lancer, Aussi, ouais. Aussi, ouais. Et c'est vrai que du coup, OK. l'audience, c'est bien de comprendre un peu ton audience. Et du coup, ben, c'est vrai que ben, l'audience masculine, ben, je suis dedans. Donc, du coup, ce qui résonne à moi quand je regarde des choses, ben, ça peut potentiellement résonner pour les autres. Donc, c'est. Ouais. OK. Et tu as commencé, ce projet à combien de temps? Alors, ce projet-là, il a commencé en début d'année. Ah! Ah putain. Je l'ai plus. Il a démarré très fort. Ah oui, oui, effectivement, ouais. D'accord et alors, du coup, c'est génial que tu en parles, que tu dises que c'est court, du coup, il y a pas longtemps. Si c'est neuf, tu as fait comment? Tu as fait une formation ou tu as tout fait, tu as Alors, tout inventé toi? moi, j'ai eu la chance en fait de bosser sur un store avec un autre dropshipper qui est un ami aussi, au-delà d'être un dropshipper, c'est important de le noter. Tu as le droit de le citer? Ouais, je vais le citer, je vais le citer à la fin. Ah d'accord, tu le gardes pour la fin. Cool. Euh, En fait, si tu veux, moi à l'époque, alors l'histoire marrante, je venais de me faire expulser de Thaïlande. Justement, quand on était en train de monter cette espèce de projet cloud, parce que ce projet cloud, c'est un projet qui traîne depuis un moment, qu'on a dû arrêter. OK. Parce qu'en fait, si tu veux, en Thaïlande, l'administration, elle a quelques limites. Bon, après, on n'est pas forcément mieux placé pour parler, mais quand même si, en Oui. fait. Mais quand même si. Et en fait, si tu veux, nous, on était sur une typologie de projet très particulier avec un transfert de technologie. Donc, du coup, on avait le droit en tant qu'étranger à avoir 100% des parts de la boîte, enfin, on avait plein d'avantages comme ça. Et ça s'inscrit dans le cadre d'un projet du gouvernement. Et ça donne lieu à des visas spéciaux. Et le problème, c'est que quand ils ont fait les papiers pour faire notre visa, il y a eu un problème entre la date d'enregistrement de la boîte et la date d'issue des visas. Et on s'est fait expulser du jour au lendemain de Thaïlande. Moi, j'y étais depuis 7 ans. Ça a été très bizarre. Euh, et, euh, et du coup, ben, j'ai recommencé à faire du consulting sur le côté pour me refaire, en fait, parce que ben, j'avais plus rien. Enfin, je partais d'un pays à un autre. Euh, et Ah euh, bah oui. ouais, c'était vraiment. Enfin, là, j'en parle, Mais du coup, j'en t parle avec humour. Sur le coup, c'était pas marrant du tout, en fait. C'était bah ouais, vraiment. j'imagine. Mais ta boîte, elle existe toujours là-bas en plus? Ma boîte existe toujours, hein. Ma boîte Mais tu existe. plus le droit d'y être, c'est Non, là, improbable. en fait, maintenant, c'est arrangé. Maintenant, tout Ouais. est arrangé, je peux y retourner, le projet est en cours et tout, on a tout repris. Mais sur le coup, j'étais un peu en mode rage quit, j'avais plus envie d'y retourner, donc peu importe. Ah bah oui. Ouais, c'était un Quand peu, tu te waouh, fais expulser pour une vieille erreur administrative, c'est très bizarre. C'est très, très, très bizarre. Donc du coup, il y a eu ce truc-là et un jour, j'avais un ami qui vivait, aussi à Bangkok, lui, à l'époque, qui me contacte. Alors moi, j'étais parti en Corée, quand je me suis fait expulser parce que j'ai toujours eu envie de découvrir la Corée, donc je me suis dit: «C'est l'occasion». Un jour, cet ami, m'appelle, je savais qu'il faisait du dropshipping. Mais pour moi, enfin moi, j'étais un start-upper, je lançais un truc de cloud, enfin, pour moi, ouais, tu vois, c'était un peu pété le dropshipping. Je me disais: «C'est pas». c'est du bullshit, ouais. C'est ça, ouais, c'était exactement ça. Et du coup, il m'appelle et je sentais son front transpirer au téléphone, tellement il était stressé et Ah oui. il commence à me dire un truc, du genre, «Écoute, mec, j'ai un souci, j'ai besoin d'aide, je suis en train de gérer un store, enfin, j'ai lancé un store et là, c'est en train de s'emballer et je sais plus comment faire». Et c'était un store un peu particulier, c'était de la POD, on appelle, donc print on demand. Donc c'est des produits dropshipping mais personnalisés, à l'époque. D'accord, ouais. Ça fait de ça un moment, comme les t-shirts avec les noms, les choses comme ça. Et donc, il m'appelle pour me demander un coup de main. Et du coup, bah, moi, je me suis dit, bon, bah, le mec doit pas être organisé de ouf, hein, donc je vais l'aider. Et là, je suis arrivé sur le store. Il m'a fait des accès. Et là, je vois un store qui tapait 10 000 euros par jour en vente. Et Ah oui. je me suis dit, ok, bon, mon cloud, voilà. Pour l'instant, pour On va le l'instant, mettre sur le côté. ouais, ouais. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que déjà, ben, d'une, le dropshipping, c'était un vrai business en termes de chiffres. C'était aussi un vrai business en termes d'organisation, en termes d'expérience humaine, parce que tu recrutes des gens, tu les gères, tu dois gérer leur formation. Et en fait, je me suis rendu compte, ouais, que c'était pas. Enfin, après, tu as des gens qui font ça comme des salles, qui lancent des stores, qui répondent pas aux messages et qui laissent les gens qui n'ont pas reçu leur colis mourir. Mais quand tu commences à vouloir faire les choses bien,
et à vouloir faire les choses sur le long terme, en fait, il se passe vraiment, ouais, il se passe vraiment des trucs intéressants. C'est rigolo, ça me fait penser un petit peu à, tu sais, ce qu'on dit de l'argent, souvent, c'est très clivant. C'est soit les gens aiment l'argent, ils trouvent que c'est une bonne chose, soit ils disent que ça amène trop de choses mal dans le monde et tout ça. Tu sais, comme si l'outil, il avait une opinion de comment on l'utilise. Et le dropshipping, c'est un peu pareil pour moi. Ouais. C'est un super outil, mais il y a des gens qui font n'importe quoi et qui ils vendent et puis ils envoient rien, rien ne va et puis ils le laissent tomber. Et du coup, ils ont fait un peu de sous, mais ils ont arnaqué plein de gens. Ou il y en a qui le font très bien et c'est un vrai business qui aide des gens. Tu vois, j'avais acheté une formation à un moment, un mec qui vendait ça un bal. Il avait fait un mort de dropshipping et un des produits qui avait le mieux marché, c'était le jour de l'éclipse solaire. Il a vendu sur Amazon des lunettes pour protéger là, mais un peu nouvelle génération quoi. Et Mhm. le mec, il a fait 1 million avec ça, tu vois, dans le monde. C'est ouf. Improbable. Et ça avait aidé plein de gens parce que ben, pour le coup, si tu regardes l'éclipse sans lunettes, tu te défonces les yeux. Et c'est pas non plus déconnant. Il a juste vendu au bon prix, c'était pas exagéré. Et c'était pile au bon moment, pile comme il faut, pile pour les gens. Et ben, ça aide des gens. Du coup, c'est cool quand même comme projet. Et au final, toi, tu gagnes de l'argent. Enfin, tout le monde est content, quoi. C'est ça. Enfin, moi, j'ai des super. En plus, sur mes stores, j'ai vraiment des super relations avec les clients. J'ai vraiment. Bah, je dois avoir une note de page sur Facebook qui est à 4,7, ce qui est genre inatteignable sur 5, hein, quand même. Oui. Pas sur 100. Mais j'ai des super commentaires, j'ai des gens qui nous remercient par mail. Non, il y a vraiment une. Enfin, j'essaie vraiment de créer une dynamique positive parce que après, il y a faire de l'argent, c'est bien, comme tu dis, c'est un outil. Après, il y a comment tu te sens quand tu vas te coucher tous les soirs, tu vois. Est-ce que tu as envie de te dire, bon, ben, aujourd'hui, j'ai banané 4 pépés, je leur ai vendu des gants alors qu'ils n'ont pas de main. Enfin, tu vois, enfin, au bout d'un moment, Oui. c'est comment tu te sens avec toi-même. Et je sais que moi, au-delà de, alors j'aime beaucoup l'argent et j'ai pas de timidité là-dessus. Par contre, j'aime beaucoup aussi faire les choses bien et être fier de ce que je fais jour après jour, tu vois. J'ai pas besoin de changer le monde tous les jours, mais au moins de faire des choses propres, c'est déjà pas mal, je trouve. C'est déjà. Ouais, c'est. En vrai, ça dépend comment tu vois le monde, quoi. Si tous les jours tu te dis, bah, je veux faire un peu mieux, c'est déjà mieux que plein de gens. Exactement. Donc, bah, le dropshipping, c'est pas forcément, tu vas peut-être pas changer le monde de suite, mais en attendant, ça peut t'amener à changer le monde, tu vois. Genre, j'ai eu dans le podcast Arthur Obeuf, je sais pas si tu l'as vu passer sur LinkedIn. Le Yes. mec son premier business, c'est merde, j'ai loupé le nom. C'est dommage. C'est comme VDM, mais C'est pour Nuit les sans trucs de. folie. Ouais, Nuit sans folie, voilà. Et du coup, enfin, il a pas commencé par changer le monde, hein, clairement. Et pourtant, maintenant, Time for the Planet, c'est clairement pour changer le monde. Donc, c'est un chemin, quoi, la vie. Tu peux pas toujours faire le truc que tout le monde pense que c'est le truc à faire à ce moment-là, mais tu peux toujours y arriver, à faire ce que tu as Effectivement, envie. c'est vraiment le bon exemple du parcours, du parcours qui part d'un endroit et qui atterrit totalement à un autre. Bah ouais. Très gros personnage d'ailleurs. Mhm. Du coup, on va pouvoir reprendre un petit peu mes questions sur ma petite trame. Donc du coup, t'as pas fait de formation, t'as suivi quelqu'un qui faisait ça, et du coup c'est lui qui t'a tout appris, quoi, globalement. Alors lui, il m'a appris pas mal de choses. Après, moi, je faisais déjà des ads sur lesquels je m'étais formé sur YouTube. Et ben, je faisais des ads parce que ma première boîte, en fait, que j'ai lancée en Thaïlande avant d'évoluer sur un projet de cloud, parce qu'il fallait le financer, ce projet de cloud, c'était une boîte de marketing. Ok. Donc en fait, j'ai essayé de lancer des projets. Puis en essayant de lancer des projets, ben, j'ai appris le marketing parce qu'il fallait les lancer. Puis finalement, je me suis dit, ben, tiens, je vais lancer une boîte de marketing puisque c'est ce que je commence à savoir faire le mieux. Et, euh, et du Elle coup, existe toujours, cette boîte? elle existe toujours. Ouais. Ouais, mais... Elle a fait cette année quelque chose comme 0 € de chiffre d'affaires, mais en gros, elle enregistre. Ouais. Ouais. Non, c'est une boîte qu'en Thaïlande, je facture pas avec cette boîte, vu que je suis pas du tout là-bas en ce moment. Oui, oui, Mais normal. elle est vouée à être réutilisée, en tout cas. Elle est vouée à être D'ailleurs, j'ai vu que Germinal, où je vais y arriver, passer en full remote. Du coup, tu vas bouger en Thaïlande ou pas? Alors, bah, faut savoir que moi, je fais partie de Germinal, mais je vis pas en France. Je suis en France parce qu'il y a eu le Covid. Mais Ok, même avant ces thématiques-là, moi, en fait, bah, maintenant, je vis en Corée, en fait, à la moitié du temps, et à la moitié du temps, je vis à Bangkok. ok, Parce que maintenant, je peux y retourner. stylé.
Ouais. Ok, ben, t'as bien répondu à ma question, hein. C'est un des trucs que j'aime bien aussi quand tu commences à faire tes projets et que du coup tu changes les règles, ben, ça fait aussi partie des choses que tu peux changer. Et du coup, moi aussi, tu vois, je suis rentré en France pour le Covid. D'accord. C'était pas vraiment pour ça. À la base, je rentrais en France pour aller en Guyane voir un pote. J'étais au Portugal. Du coup, tu es Et resté pour le Covid. ouais, et du coup, bah, je suis arrivé en Guyane. On m'a dit, ah, il y a le confinement. Du coup, avec mes potes, on s'est dit, ça pue en Guyane d'être confiné. Du coup, on est vite rentré. Et après, on est resté confiné en France. Et là, on repart, tu vois, on va vivre à Séville, puis Lagos. C'est parti, quoi. On peut pas aller très loin pour le moment encore, mais Ok, parce que normalement, tu étais un peu en mode nomade ou plutôt à un endroit. Euh, ben là, quand j'ai commencé le podcast, j'avais un camping-car. Donc on est parti avec ma meuf, on a fait nord de l'Espagne, toute la côte portugaise, tout le sud de l'Espagne, on est revenu pour Noël, quoi. Donc c'était en septembre l'année dernière, à Noël on est revenu. Après, du coup, je suis reparti un peu dans le sud de l'Espagne, enfin dans le nord de l'Espagne, parce qu'on avait envie d'explorer un peu cette partie-là qu'on avait un peu fait à la va-vite. Ça, on avait fait bien longtemps le Portugal et euh, un peu plus express l'Espagne. Et du coup, après, je suis allé en Guyane. Je suis rentré en France, on allait en Guyane. Et après, ben, je suis resté à Montpellier, puisqu'il y avait le confinement. Et on a pris un Airbnb, parce qu'on n'a pas d'appart. On n'a toujours pas d'appart. Là, on a rendu notre Airbnb. Et là, on reprend un Airbnb, du coup, à Séville, d'ici le 15 septembre. Ok, stylé. Carrément stylé. On change les règles. Ma meuf, elle a changé de taf. Avant, elle était maîtresse. Et ça permettait pas de changer les règles. Du coup, elle est devenue développeuse. Maintenant, elle casse les règles aussi. Elle travaille en remote. C'est ouf. C'est ouf. Mais quand tu t'aperçois que tu peux changer les règles, ta vie, elle devient facile, ouf, en fait. Et après, les gens, ils sont là, waouh, votre vie, elle est trop géniale. Ouais, mais en fait, on a fait des petites steps par petites steps et ça change de ouf. En vrai. Enfin, C'est tu vois, sûr. ouais, mais dire, je vais C'est pas du travailler jour au lendemain non plus. ouais, mais dire, je vais travailler un jour de moins par semaine, les gens avec qui je me suis associé à Cachetori, bah, je leur ai dit d'entrée, je leur ai dit, bah, je vais faire que 4 jours par semaine. On me dit, bon, ouais, ok. De toute façon, ils avaient envie de travailler avec moi, tu vois. Donc, c'était un petit effort pour eux. Et c'est un gros gain pour moi, tu vois, au fil du temps. Maintenant, enfin, je commence à pas mal avancer sur le podcast grâce à ça. Ça a des répercussions sur ce que je fais dans mon entreprise aussi, ce que tu disais tout à l'heure. Où je voulais rebondir, puis après j'ai oublié parce que je suis un poisson rouge. Mais tu vois, tous les projets que je fais en side, j'ai un projet qui permet d'avoir ces stats sur LinkedIn, parce que c'est un peu chiant quand tu postes sur LinkedIn, voir l'évolution de tes projets, quoi, de tes posts. Du coup, au début, je mettais ça dans un Google Sheet, et puis bah, c'était naze, c'était chiant. Du coup, j'ai automatisé ça. Puis après, on m'a dit, putain, mais ça serait bien, moi aussi, j'aimerais bien l'utiliser. Du coup, je l'ai rendu public. Et ça, quand je bosse dessus, ben, en fait, ça nous aide à Cachetori, tu vois. Ben, du coup, on a pris la formation de Germinal, l'antichambre. Ok. Et du coup, ben, mes cofondateurs, ils postent de plus en plus sur LinkedIn et à chaque fois, ils ont du mal à traquer les datas. Ben, du coup, ils utilisent mon propre produit. Du coup, Énorme. je fais des features pour eux. Enfin, ça participe au truc, tu vois. Il y a toujours moyen tu sais, un truc de Steve Jobs qui disait connect the dot, mais après. En fait, tu peux pas savoir à l'avance quand tu vas faire des side projects, ça va t'aider dans la vie, tu sauras pas comment, mais ça va te faire rencontrer des gens, peut-être. Enfin, tu vois, si tu as un produit que tu vends, forcément, tu vas parler à tes clients, tu vas créer des relations avec eux, et des fois, ça va être plus que juste des clients, ça va devenir des potes, ou des connaissances, et puis ils feront des trucs intéressants, et puis de fil en aiguille, tu te retrouves, tu vois, dans des nouveaux trucs, quoi. C'est clair. C'est clair. Donc voilà. On a pas mal parlé de moi là. D'habitude, on parle plutôt de toi, enfin Ah, des c'est cool. invités. C'est cool. Euh, mais du coup, un peu pour revenir, du coup, attends. Là, ça fait 34 minutes qu'on parle, donc on va pouvoir commencer à attaquer mes questions de partie 2. Ah, avant, j'aimerais savoir, est-ce que tu as des projets que tu as lancés qui n'ont pas du tout marché? Est-ce que tu peux en parler de pourquoi ça n'a pas marché? Le premier projet que j'ai lancé dans ma vie n'a pas marché à cause de raisons légales. J'avais, je crois, 8 ans et je vendais des petits, je vendais des petits bonhommes en plâtre qu'on avait gratuitement avec les fromages. Du coup, j'avais réussi à récupérer un stock parce que je connaissais quelqu'un qui travaillait à l'usine dans ma famille et du coup, je faisais du porte-à-porte pour vendre les bonhommes un par un. Donc, ce projet n'a pas marché.
Mais un vrai projet, sinon, plus tard, c'était juste avant ce projet Cloud, en fait. Pourquoi on l'a fait en Fake It Until You Make It? C'est que juste avant, on avait fait un projet d'hébergement Docker, donc un projet d'hébergement genre mutu mais sécurisé. On avait développé une plateforme avec mon meilleur pote qui a quitté son job d'ingénieur cybersécu chez Orange pour venir développer le projet parce que c'était l'idée Ah du ouais. siècle. On a mis un fric incroyable avec le temps qu'on a passé là-bas, avec les choses qu'on a achetées et compagnie. Et quand on a lancé le projet, en fait, il s'est rien passé du tout. Alors on était plus compétitif en termes de prix que ce qu'il y avait sur le marché en Thaïlande. On avait des meilleurs features. Du coup, on n'a pas compris. On a lancé ce truc-là. Bon, aujourd'hui, je comprends qu'on était juste mauvais, mais à l'époque, on ne le savait pas trop. Et que le produit, on aurait dû le tester avant, en fait. Et donc, ouais, on a passé C'est beaucoup de temps à développer cette plateforme, ce produit. On l'a lancé. Et derrière, il y a eu, je crois que le seul like sur la page Facebook, même, c'était le mien. Donc, c'est quand même pour te dire, mon pote n'a pas fait l'effort, tu vois. ouais, c'est ça. C'est même lui, il y croyait pas quoi. Ouais, ouais. Bah, au début, on y Euh, croyait vraiment parce que l'offre, elle faisait vraiment sens. Et c'est ça le souci, c'est que quand tu lances un business, tu as vite tendance à être un peu émotionnel, à te dire, ah bah ça, c'est l'idée. Tu vois, tu pars avec ça en tête en te disant que c'est incroyable et tout le monde doit s'en rendre compte. Le problème, c'est que ben, peu importe comment toi tu t'es rendu compte que c'était la solution à un problème, il faut encore que ce soit la bonne solution au problème et que les gens aient envie de l'adopter et que ce soit un problème qui compte en plus pour les gens. Parce que nous, clairement, on s'attaquait à un problème ben, qui compte pas. Genre faire de la sécurisation d'hébergement mutualisé en Thaïlande, les mecs s'en foutent en fait, tout simplement. Mais clairement. Et il y a ceux qui veulent un truc sécurisé, qui prennent un vrai gros truc, et il y a ceux qui veulent enfin, qui s'en foutent. Et ouais, quand on l'a lancé, mais ça a été. Alors j'en parle rapidement, mais c'est une mise en place qui a pris vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. Et quand on l'a lancé, qu'on s'est rendu compte que ça marchait absolument pas, ça a été quand même une expérience un peu particulière. Et ah donc, ouais, ça, je comprends. ouais. Est-ce que tu sais évaluer l'argent que ça t'a coûté? Je sais que elle va te faire du mal cette question, mais Ouais, ça a dû me coûter bien 20 000 balles. ok, ouais. Ouais. À l'époque, pour moi, c'est vraiment le bout du monde. Genre, c'est vrai que suivant les périodes de ta vie, 20 000 euros, ça peut être peu, moyen ou beaucoup. À l'époque, pour moi, c'était vraiment, vraiment beaucoup. Oui, je comprends. Mais de toute façon, mettre 20, à moins que tu sois vraiment blindé de thunes et que tu lances des trucs qui servent à rien et tu t'en fous, Ouais, ça fait mal à tout le monde de mettre 20 000 balles dans un projet, qu'il n'y ait pas il y ait pas de retour, quoi. je pense, ouais, je pense. Mais du coup, ça t'a bien appris. Maintenant, tu fais plus, tu crées plus tout. Maintenant, je mets plus un doigt, je mets plus un doigt sur la création tant que j'ai pas vendu. Déjà, je vends, et si ça se vend, alors je crée. Et je demande Ouais, pardon aux gens qui attendent. C'est, ouais, c'est ça. Puis ce qui est bien, c'est que si tu arrives à vendre, déjà, tu sais combien tu peux mettre d'efforts. Si, genre, t'as vendu pour 2000 balles, déjà, tu dis, bon, bah, je peux essayer de le faire en rapide, quoi. Si tu vends pour exactement. 20 000 balles, tu peux faire un peu plus d'efforts, quoi. J'avoue, j'avoue. Non, mais c'est vrai que c'est un super outil en fait de vendre avant de créer. Eh ben, c'est ça qui permet au final de commencer des projets avec rien, même des projets d'envergure. Enfin, ça permet beaucoup de choses. Ouais, clairement, puis t'as pas besoin d'être développeur, enfin, tu t'enlèves plein d'épines du pied. Quand tu veux commencer et faire le projet, ben, il faut soit que tu sois technique, soit que tu trouves un associé technique. Et ça, enfin, ça, tu sais, avant d'être CTO, j'ai essayé de monter ma boîte et j'ai essayé de faire genre une usine de start-up, quoi, de MVP, pour aider les gens à sortir leurs produits parce que je pensais qu'ils étaient nuls et qu'ils le faisaient pas de la bonne façon. Et en fait, les gens sont tellement convaincus de choses dans leur tête, quoi, qu'il faut avoir comme prérequis qu'en fait, j'y suis pas arrivé à faire ça parce que je passais mon temps à conseiller des gens qui disaient non, mais il faut pas faire comme ça et ils voulaient pas faire avec moi, tu vois. Donc, Et au final, c'est, bah, vous n'avez pas besoin de payer. Souvent, ils voulaient faire un projet, je leur dis, mais est-ce que vous avez testé, vous avez fait une landing, vous avez testé le marché, ils disent, non, mais on sait que ça va marcher. Non, il faut que tu aies des chiffres, mec. Et du coup, je leur disais, bah, en fait, on va pas bosser ensemble. Je vais pas te développer un truc et te faire payer alors que tu sais même pas si ça va marcher. C'est stupide. Ils ouais. étaient là, mais non, mais c'est comme ça, t'inquiète, ça va exploser. Non, non, vraiment, tu t'es pas obligé. Nous aussi, ça devait exploser, hein. Ça devait exploser, puis finalement, on attend toujours le premier chèque. Mais ouais, mais je comprends pas pourquoi on est convaincu qu'il faut faire ça. Et encore, il y a pas longtemps, tu vois, il y a un pote qui m'appelle, il me dit, j'ai une idée de dingue. Tu vois, il bosse dans l'événementiel. Et en ce moment, l'événementiel en France, c'est la merde.
Donc, il cherche des idées pour vivre, tu vois. Et du coup, il a une idée, machin, et il parle avec moi. Je dis, ouais, ok, mais du coup, est-ce que. Enfin, genre, fais une page, essaye d'avoir des gens qui s'inscrivent, et comme ça, on aura un peu. Tu pourras savoir combien tu mets de budget, tu vois, déjà. T'es là, mais non, mais il faut lancer tout d'un coup, sinon on va nous piquer l'idée et tout. Et, Ça, c'est le truc que je comprends pas. Parce que du coup, si ton idée, elle est si facile à répliquer qu'on va te la piquer, ben, tu peux la lancer, on va te la piquer après. Tu auras toujours des gens plus rapides. Et, euh, et si, enfin, tu vois, enfin, et à bout d'un moment, un jour, on va la copier, ton oui, idée. Donc, l'idée, c'est d'être toujours le gars qui est dans l'exécution à fond, tu vois. mais c'est ça. Et puis le pire, c'est que du coup, ça freine plein de gens qui ont des bonnes idées, et ils se disent, ah ouais, mais ça existe déjà. Mais non, mais qu'en fait, ce qui existe, c'est l'idée. Toutes les idées du monde existent, bordel. Mais par contre, comment tu vas la faire, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui es dans ta propre tête, il n'y a que toi qui as ton expérience, ton vécu. Et du coup, ça va faire ton propre projet. Et un des mecs que j'aime bien en indie maker qui veut pas venir dans ce podcast, parce que je sais pas trop pourquoi, mais c'est Léo Baker. Vous pouvez le voir sur Twitter. Il a créé un service qui s'appelle Hyperping. Donc l'idée, c'est de faire un ping de tes services quoi, pour voir s'ils marchent. Tu sais, as déjà vu les pages d'uptime d'un service, Ouais. tu vas voir et tu te dis bah, tout est en marche, ça répond bien, etc. Bah, il a fait un service qui fait ça. Et ça, franchement, il y a pas longtemps, là, Pieter Level, le mec le plus connu en indie maker sur Internet, il a dit mais j'en vois popper toutes les semaines maintenant, c'est n'importe quoi. Mais pourtant, il y a toujours des gens qui arrivent à trouver un marché parce qu'ils mettent une opinion dans leur idée. Et du coup, ils le développent d'une certaine façon, et du coup, ça intéresse une niche de gens. Alors, des fois, il y a 4 mecs comme toi, des fois, il y en a qu'un comme ton projet, et des fois, il y en a beaucoup plus. Et c'est pas grave, en fait. L'idée, c'est qu'est-ce que tu vas en faire, qui est super important. Je passais ma vie à répéter ça, j'ai abandonné. J'ai abandonné, alors que je pouvais faire des sous, tu vois, mais passer ma vie à expliquer à des gens qui font n'importe quoi et que je vais pas les aider moi parce que je les arnaquerais, c'était trop chiant. Ouais, non, c'est vrai que l'exécution, c'est tout, hein. Enfin, après, même, je t'imagine même que sur l'offre d'hébergement cloud, enfin, si on devait s'arrêter parce qu'il y a des concurrents, enfin, il y a quand même Google, Amazon, tu vois. Ouais, alors là, t'en as des concurrents. Et du coup, tu peux te Ouais, différencier, j'allais quoi. dire. Il y a des choses où toi, tu peux faire un truc à ta sauce, tu peux t'adapter à une problématique spécifique. Tu peux aussi avoir un ton qui est plus cool et les gens ont envie de bosser avec toi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Parce qu'une boîte, c'est aussi une aventure humaine à un moment donné, tu vois. Il y a plein de facteurs qui font que. Enfin, faut tester, quoi. Mm. Et c'est un peu ce que j'aimais bien dans ce que tu as dit tout à l'heure avec le dropshipping, c'est que tu vois, tu avais des gens à manager, à gérer. euh, c'est ce que tu parlais, tu vois, d'aventure humaine. Et je trouve que souvent, je sais pas pourquoi, on a vraiment, je sais pas si c'est en France ou si c'est dans le monde, mais tu sais, on a un problème avec nos rêves. On se dit, putain, je vais faire un business, je vais être blindé grâce à ça. Mais du coup, ils disent, mais je veux rien faire pour y arriver. Tu vois, c'est genre, je vais me lever, ça va marcher. Ou alors, soit les gens ont peu d'ambition, ils se disent, bah, ça va être un truc intéressant, ça va être cool. Et je sais pas, c'est bizarre. Je trouve qu'il y a une genre de séparation entre les rêves des gens, qui sont totalement fous et qui ont aucun sens. Genre, je veux me lever demain et je serai riche, tu vois. Et je vais faire des trucs qui sont trop cool au quotidien, et ça va me faire devenir riche. Et je sais pas pourquoi on n'a pas ce... C'est parce que les gens suivent pas assez Gary Vaynerchuk. Grave. Je l'aime bien, lui, en vrai. Moi, j'aime bien. Il pousse grave les gens à se bouger le cul, quoi. Enfin, Puis il au insiste final, beaucoup sur ce concept en fait de parcours plutôt que d'objectif et de trucs prendre le kiff de faire chaque pas en fait. Et c'est ça qui t'emmène vraiment quelque part, quoi. ben C'est- oui, ouais, je suis clairement convaincu par ça. Par contre, Tu vois, lui sacrifier les week-ends par contre. Enfin, il y a au bout d'un moment, il n'y a pas besoin d'être un malade non plus, mais ouais, ouais, mais après, en fait, ça dépend à la vitesse où tu veux aller, tu vois. Je vais prendre l'exemple du podcast, mais tous les gens avec qui j'ai discuté, qui ont un podcast, avec qui je l'ai lancé, ils m'ont dit, ben, j'en fais un par semaine, c'est bien, c'est le bon rythme, ça engage les gens, c'est le truc qui marche le mieux, machin. Je leur ai dit, ouais, mais en fait, moi, je veux faire un projet qui dure dans le temps, tu vois. J'ai envie qu'Indie Maker, dans 10 ans, je le fasse encore, quoi. Et pour kiffer, je sais qu'il faut que je le fasse une fois toutes les 2 semaines. Ça me laisse le temps de tourner des épisodes, j'en ai d'avance, j'ai un rythme tranquille. Si j'ai envie, pendant 3 semaines, je peux ne pas en tourner, ça sera toujours bon. Ça fait un peu chier les invités parce que, tu vois, quand on tourne maintenant, ben, le temps qui va sortir, ça va mettre 2 mois. T'es toujours là? ouais, ouais, je suis là.
J'ai perdu ta caméra, ça me dit la caméra a été désactivée parce que la connexion est pourrie. Ok, non, non, je t'entends bien, tout est cool. Je me vois aussi. Ok, ok, bizarre. Euh, du coup, ouais, j'étais en train de dire que j'ai choisi de prendre ce rythme-là et pourtant on m'a dit bah ça allait pas marcher. Et effectivement, je le vois dans les chiffres par rapport à d'autres qui se sont lancés au même moment, ça grossit plus doucement que d'autres, tu vois, parce que forcément tu crées pas la même le, le même tu sais, sentiment de je vais manquer des choses, il faut que je les écoute. Mais en vrai, c'était un truc qui me faisait chier en plus. Tu vois, chez les autres podcasts, quand t'en as un qui sort par semaine, tu pars en vacances une semaine, t'en as loupé un, après tu oublies l'autre, t'en as loupé deux, et d'un coup, t'as plein d'épisodes de retard, tu t'es plus à jour. Enfin, je trouve ça chiant, tu vois. On court toujours après le temps, souvent, comme s'il fallait tout tu sais, qu'on ait fini notre vie à 30 ans, tu sais. Genre qu'on ait tout fait. Et alors que non, t'es pas obligé, tu peux faire des trucs un peu plus tranquilles, mais ça va quand même marcher. C'est juste que ça prendra plus de temps. En fait, c'est sûr que si tu fais comme Gary Vaynerchuk et que tu passes ta vie, tes soirs, tes week-ends, bah ouais, tu peux exploser en un an. Mais des fois, tu peux aussi exploser en 3, 4 et c'est ok, tu vois. Ça, c'est à toi de voir, quoi. Mais il y a pas qu'un seul chemin possible. C'est exactement pour ça que tu es là dans ce podcast et que j'interviewe plein de gens différents. C'est que il n'y a pas qu'un seul chemin possible, les gars. Trouvez le vôtre, faites-le de votre façon et ça va marcher tant que vous faites. Puis prenez du kiff, quoi, surtout, hein. Franchement, prenez du Ouais, kiff. c'est ça. Je vais le renommer, je vais appeler les kiffeurs à la place d'Indie Maker. Indie kiffer. Indie Kiffer. Mais en vrai, c'est clairement ça. Tu vois, genre, le fait de prendre un jour par semaine en moins pour mon taf, ben, j'ai ce jour-là pour bosser sur le podcast. Du coup, le week-end, je suis libre. Je fais quand même. Bon, j'ai quand même plein de projets, donc du coup, je bosse pas mal. Mhm. Mais parce que je kiffe ça, en fait. Aïe, je viens de me défoncer. Je kiffe trop, je kiffe trop faire plein de projets et essayer plein de trucs, tu vois. Enfin, je sais D'ailleurs, pas. d'ailleurs, tu viens de faire du CrossFit en même temps qu'une interview, là, à l'instant. Yes, voilà. Je suis toujours. Comment on dit quand tu. Hyperactif, ouais, je suis trop hyperactif. Bon, on va pouvoir passer un petit peu sur mes dernières questions. C'était vraiment cool. On va pas... Ouais, sur la partie 2, en fait, on n'a pas attaqué. C'est quoi tes objectifs avec tes projets là? Par exemple, le dropshipping, où tu veux l'amener? Alors, moi, le dropshipping, où je veux l'emmener, je veux pérenniser une marque. Je veux pérenniser une marque pour ben, avoir mon staff qui bosse dessus, embaucher 5-6 personnes pour vraiment structurer ça et avoir ma petite boutique en ligne qui tourne avec vraiment des gens qui gèrent. Là, aujourd'hui, j'ai des gens qui gèrent la recherche de pro, enfin, sur les deux, hein. Il n'y a que deux personnes, je dis des gens, mais faut Oui. pas énerver non plus. Mais il y a une personne qui gère ben, la recherche de produits, la création d'ads et le test de produits, en plus du service client. Il y a une personne qui gère plutôt que le service client et la relation fournisseur. Et du coup, mon idée, c'est de monter une team de 4-5 personnes. Et une fois que ça, c'est bien structuré et bien en place, essayer de répliquer. Et vraiment, là-dessus, mon challenge, en fait, le dropshipping, pour moi, c'est vraiment le challenge du comment est-ce que je crée un business dans lequel je suis presque pas impliqué. C'est-à-dire, j'embauche les gens avec un email. Dans cet email, tu as les liens vers les vidéos Loom, la formation, etc. Les formations à tous les outils que je fais en partage d'écran pour que la personne soit opérationnelle par elle-même. Bon, après, je fais un call quand même avec parce que ben, j'aime bien le côté humain, mais ce n'est pas nécessaire. C'est vraiment le truc du ben, j'ai envie de rencontrer avec qui je vais bosser. Et on se fait des petits calls une fois par semaine pour discuter, pour un peu créer une espèce d'atmosphère. Mais vraiment, mon idée, c'est comment est-ce que je peux créer des business qui soient hyper automatisés, enfin, ou même si c'est avec des gens, mais que moi, j'ai pas besoin d'intervenir à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment mon projet avec le dropshipping. Il y a plein de gens qui me disent que c'est impossible. Moi, je pense que ça ne l'est pas, donc on va voir. Et sinon, après, sur mon Comme projet tu sais cloud, casser les règles, tu vas y arriver, c'est sûr. ouais. Et du coup, alors, sur mon projet, ben, sur Germinal, ben, pour l'instant, il y a pas de. L'objectif, c'est de continuer à kiffer, en fait. De continuer à me faire plaisir, de continuer de voir si je peux, jusqu'où je peux emmener le truc. J'aimerais bien porter le projet, moi, à l'international à terme. J'aimerais bien, ben, tu vois, par exemple, l'antichambre, en faire une version en anglais, faire un peu des intros avec les boîtes en Corée, pourquoi pas vendre, voir un peu comment ça peut se passer à l'international. Ça, c'est un petit projet personnel
que je partage que avec moi-même pour l'instant, mais voilà. Si les Ça mecs va. de Germinal écoutent, ils sauront. Si vous m'entendez, les gars, sortez Google Translate. Et, donc il y a ça. Sinon, après, sur tout ce qui est projet, plutôt sur tout ce qui est mon projet cloud, hosting cloud, ben, le truc, c'est de mettre en place ça à très, très court terme, là, puisque là, on a recruté les ingés OpenStack. On a toute la team qui s'occupe de remonter le dossier pour le gouvernemental, pour avoir les incentives qu'on avait avant. Et là-dessus, mon projet, c'est à 2 ans, d'avoir vraiment, enfin 1 an, pardon, d'avoir vraiment une boîte qui tourne, qui est pérenne et avec une dizaine de personnes à l'intérieur. Donc on va voir si c'est possible. Et après voilà, je sais pas trop de. Jusque là, c'est à peu près les objectifs que j'ai en tête. Je me laisse aussi de la marge. Tu vois. Le truc, c'est que je fais beaucoup mes projets pas à pas. J'ai un petit peu un horizon, mais je me mets pas trop la pression non plus. Juste, je fais le taf tous les jours en fait. Je fais le taf tous les jours. Je donne un rythme à ce que je fais et après on verra où ça mène. Ok. J'ai une question par rapport au projet d'hébergement. Donc, c'est en partie un des projets à la base que tu as raté. Et donc là, tu le refais. Et qu'est-ce qui fait que tu le refais et que tu l'abandonnes pas? En gros, Ouais. vas-y. Ce projet, il n'a pas été raté. Le projet qui a été raté, c'est le projet d'hébergement de Docker. Ouais. Celui-là a été raté. Et en fait, quand on a raté ce projet, avec mon pote, on s'est dit, écoute, on a presque plus de cash. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on s'est dit, ben, on va lancer un truc quick and dirty. On va voir si quelque chose marche. Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas moyen qu'on se remette à développer un truc qui va foirer et qu'on remette 4 mois à le savoir. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai balancé cette landing d'hébergement cloud en Thaïlande avec les contraintes administratives, etc. J'ai balancé les ads et là-dessus, on a eu un market fit à jour 1. Donc, Ok. on s'est fait blinder de commandes et derrière, du coup, on a monté en rush le dossier au gouvernement. Donc là, on avait une vraie traction. On était en contact avec des VC. Pour le coup, c'était plus très indie, mais on était en contact avec des VC qui potentiellement voulaient mettre des billes dedans. Et on a été invité à dégager en fait. Donc jusque-là, il n'y a pas eu de gros fail sur ce projet, si c'est qu'un fail administratif. Là-dessus, moi, j'ai clairement fait. Non seulement j'ai fait le taf pour être plus organisé et plus à même de gérer ces choses-là, mais aussi je me suis entouré de gens surtout qui savent le faire mieux que moi. Parce qu'à un moment donné, moi, enfin, il y a des talents que j'ai pas en fait, et je peux essayer d'être moins pire, mais je vais pas devenir le tueur de l'administration demain. Et du coup, je pense que c'est essentiel de m'entourer de gens qui eux le sont en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça qu'on relance maintenant qu'on a une équipe qui est vraiment solide. Yes. Ok. Voilà. Moi, je faisais le lien avec ton projet d'avant parce que pour moi, quand tu m'en parles, j'ai un peu l'impression que c'est un pivot de ton ancien projet. Tu restes toujours dans l'hébergement, dans le même secteur. Tout ce que tu as appris en faisant ton ancien projet, ça va te servir à fond dans ton nouveau. Et d'ailleurs, c'est le premier move que tu as fait qui est de faire une landing, c'est ton principal apprentissage du projet d'avant, quoi. C'est ça, clairement, clairement, clairement. Et puis aussi, on a changé, tu vois, du coup, on a totalement changé de cible. On a vraiment niché l'offre sur un vrai besoin. Aujourd'hui, tu vois, l'offre, on la décline en deux versions qu'on est en train enfin, sur lesquelles on est en train de tester le plus de l'attraction. C'est le même produit, mais vendu de deux façons différentes. T'en as un premier qui est plutôt pour tout ce qui est hébergement de type Neutor et choses comme ça. Donc derrière, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on offre des moyens de paiement plus broad que les autres hébergeurs. Mais par contre, derrière, on a toute une techno qui a été développée par justement les nouveaux partenaires qui permettent de faire du monitoring de flux, d'éviter, tu vois, le but, c'est de créer un service où potentiellement, les gens vont réussir à passer entre les mailles du filet de l'identification. Mais l'idée, c'est que je vais me retrouver avec un service qui tourne et qui facilite la pédoporno ou le terrorisme. Donc, dans l'idée, c'est un vrai sujet en fait. C'est Ouais. vraiment un vrai sujet. Et du coup on a vraiment un monitoring de flux là-dessus avec des gens qui crawlent le dark web depuis des années en fait et qui ont mis en place des choses voilà, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus de ce type-là. Euh, et comme ça, si jamais on voit qu'il y a des abus, on peut couper les services. Et de l'autre côté, on répond aussi aux demandes des startups en Thaïlande qui
qui ont aucun hébergement en fait agile. Si tu veux, les startups en Thaïlande, elles ont des besoins de dépenser dans le pays, parce que si elles dépensent pas dans le pays une certaine somme, elles perdent leurs avantages fiscaux en étant, tu vois, En Thaïlande. en Thaïlande. Et donc, le problème, c'est que l'hébergement, c'est une grosse part des coûts. Et à part DigitalOcean, tu n'as rien en hébergement. Enfin, tu vois, tous ces outils-là. Tu veux faire Amazon. Alors oui, Amazon AWS, c'est en Thaïlande. Mais le truc, c'est que pour utiliser Amazon, tu es obligé de faire un doctorat en utilisation d'Amazon. Tu vois, donc, Une j'exagère un peu. formation. Non, clairement, je pense que quand tu veux C'est dur. utiliser la AWS console, faut s'accrocher, quoi. Ah ouais, c'est dur. Alors que là, on propose un truc aujourd'hui, tu choisis ton pays, tu choisis ton template, tu appuies sur un bouton, paf, c'est déployé. Et voilà, quoi. Tu as ta machine qui tourne, tu peux la déployer à l'heure, à la minute. Et du coup, voilà, on a vraiment ces deux cibles distinctes et on va voir où est-ce que ça marche le mieux. Yes. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais que Amazon a fait un copycat de Digital Ocean? Ah, je savais pas, non. Ils ont fait en gros une landing avec en gros tout comme Digital Ocean, quoi. Il y a un truc, il faut 4-5 clics, mais en vrai derrière c'est toute la console AWS. Genre ils ont juste refait un front, ils se sont dit mais on est vraiment con quand même de faire des trucs si compliqués. Et du coup, comme c'est à Amazon, personne, enfin je sais pas pourquoi ça a pas été trop connu, mais à un moment donné ça avait pas mal marché sur Product Hunt quand il y a quelqu'un qui l'avait sourcé quoi. Mais Mais Amazon, moi j'admire Amazon parce que c'est les seuls qui ont pris le sujet de l'hébergement cloud dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'ils ont pris OpenStack, ils se sont dit c'est pas assez compliqué, on va essayer de faire un truc plus compliqué. Je trouve ça assez intéressant comme démarche. ouais, 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 clairement, clairement. Mais du coup, ils sont devenus les mecs les plus utilisés au monde, quoi. Ouais. Ça, Après, c'est derrière, fou. il y a de la grosse puissance de feu derrière. Enfin, c'est pas, ils sont partout. Ah bah, Exactement. et là, avec Cachetory, on a tout passé chez AWS. C'est un sujet, ça fait 4 mois qu'il est ouvert tellement c'est compliqué à foutre en place. Et en vrai, les mecs, ils nous offrent, je sais pas, 15 000 dollars de crédit pour passer chez eux. Enfin, c'est un peu, oui, qu'est-ce que tu veux faire? Digital Ocean, ça nous coûte 140 balles par mois, tu vois. Ça fait 2 ans, et là, ils nous offrent pour, je sais pas, pour un bon moment de crédit, quoi. Et on leur a dit, au début, ils nous ont offert que la moitié, et au bout de la moitié, on les avait déjà cramés parce que ben, on n'a rien compris à ce qu'on faisait dans la WS et on a cramé la thune comme des oufs. Et du coup, on leur a dit, on est désolé, on a fait de la merde. Ils nous ont dit, bon, ok, hop, on remet. T'es là, tu te Ouais, dis, c'est mais, ça la puissance. C'est ça la puissance d'Amazon aussi aujourd'hui, c'est que les mecs ont un tel cash flow qu'ils peuvent éclater tout le monde. En fait, c'est ça mais la grosse coût force. d'acquisition gigantesque, quoi. Ouais. 15 000 euros pour un client. Bon, après, on leur a dit que notre ambition, c'était du sale, tu vois. Donc, ils sont chauds, mais, Non, ça doit jouer. mais ce qui est bien, c'est un peu comme des investisseurs, quoi. Tu leur parles de ton projet, ils kiffent et ils t'aident, quoi. Donc, ça, c'est cool. Après, voilà, faut te taper les produits Amazon imbitables. Mais tu sais, pour avoir les crédits, d'ailleurs, ils nous ont demandé de faire des formations. Alors aussi, je crois qu'on t'a perdu. Tu télécharges un truc, mon amour? Merde. C'est midi, les gens rentrent chez eux? Non, c'est pas midi, en plus. Blam, blam, blam. Ça donnera du travail, Antonin. J'ai essayé de bien faire, Antonin, je te jure. Ouais. Mais Allô? Ouais. Waouh, il est parti. J'ai réentendu, puis il est parti. Et c'était sympa. Allez, bonne journée. Alain, please come back.
Putain, ça arrive même pas à uploader. Je suis à 43%. Normalement, ça fait ça envoie plein de fois et là, ça galère. Putain, on peut rien faire chez Sandy. C'est l'enfer. Tu m'entends? Ouais, j'étais en train Ouais, de t'envoyer un email. Je sais pas pourquoi il y a tout qui marche sauf le podcast qui s'est coupé. Ok. Bon. On a perdu beaucoup. Non, normalement, on perd rien. Si en haut, tu dois avoir un truc qui dit que c'est en train d'upload. Ouais, c'est recording 41%, ça me dit. Ouais. Je vois. Ouais, voilà. Moi, je suis à 43. Je vois qu'on a tous les deux des connexions merdiques. Mais Ça non, fait transpirer. Hein. non, t'inquiète, le logiciel est bien fait. Normalement, on perd rien. Après, je te dis ça, mais peut-être que tout va fail. Mais ça m'est déjà arrivé que quelqu'un coupe, revienne plusieurs fois et tout s'est bien passé. Ok. Ce sera un podcast fail. Je te ferai l'interview la prochaine fois, tu pourras en parler dans tes projets fail. Pas mal, pas mal. Bah, c'est surtout Antonin qui va galérer, qui monte les podcasts. Bisous à lui parce qu'à chaque fois, il m'arrive que des merdes et il a un taf de malade. Merci Antonin. Du coup, qu'est-ce qu'on disait avec l'événement, j'ai tout perdu. Tu parlais de l'hébergement, de tes projets, on parlait d'AWS et tu relagues. Ok. Est-ce qu'on va faire sans caméra? Allô? Du coup, on t'entend. Ouais, est-ce que tu peux couper ta caméra peut-être? Tu m'entends? Ouais, tant pis, on va finir sans caméra. Ouais, je vais la couper. Yes. Du coup, on parlait d'AWS. Je pense qu'on a clos la conversation là-dessus, à moins que tu voulais dire un... Ok. Non, bah, moi, Bah, du coup, on va c'était passer bon. à un petit peu mes questions finales. T'as parlé de tes projets futurs. T'en as d'autres que t'as envie de lancer encore, que tu voudrais parler? Non, bah, sur le côté, là, j'ai commencé à me prendre un peu d'intérêt pour. Alors, pareil, ça colle pas trop avec la thématique indie, mais je suis en train de regarder un peu ce qui se fait dans l'investissement en startup early stage. Ouais, après, tu sais, Et la je communauté suis où en je train suis d'ailleurs, que de. tu pourrais venir, qui s'appelle Le Chantier, et tous ceux qui écoutent ce podcast peuvent venir. C'est un Discord et du coup il y a un channel où on parle d'investissement, IMO, etc. Et du coup c'est un truc assez trendy. En fait, quand tu commences à avoir des projets qui te ramènent de la thune en plus, ben, enfin, t'as pas forcément le temps de la cramer tout le temps. Des fois, c'est bien aussi de l'investir et tu vois, c'est un peu le truc qu'on disait tout à l'heure avec Gary Vaynerchuk, tu vois, c'est les effets cumulés. Si tu gagnes de l'argent et qu'au lieu de le cramer en sortie, bah, tu le réinvestis dans tes projets ou dans les projets des autres, ben c'est effet cumulé, quoi. Plus tu fais ça, plus ça va faire des petits et plus tu vas être encore plus prospère, quoi. C'est ça, mais en français sans les gros mots. Mais ouais, sinon ouais, niveau IMO aussi, je suis en train de regarder là pour. Bah, le problème, c'est qu'il y a eu le Covid Que- et du coup, j'ai été Pas confiné, en mais France. En Thaïlande? je suis sur des projets là d'achat IMO. Mais pas en France, par contre. Non. Non, Thaïlande, j'évite parce que je suis pas assez. Enfin, ça m'a l'air assez instable Ok, ce qu'ils font avec les étrangers là-bas. Mais par contre, il y a un pays qui m'a l'air très très intéressant, qui est la Géorgie, qui est un pays qui est en train de se développer à vitesse grand V. Donc, et qui a vraiment une politique pour les étrangers ok. qui est super accueillante. Donc, Vas-y, c'est j'irai vraiment voir. le Moi, je truc. suis plutôt team Niveau Estonie. fiscalité, ils sont super intéressants. Ma boîte tourne là-bas et plus je vois, tu vois, j'essaye d'acheter en France
pour de l'investissement locatif et je vois à quel point c'est relou. Enfin, quand tu as goûté la simplicité administrative de l'Estonie, la France, ça devient vraiment nul à chier à un terme administratif, tu vois. Genre, j'ai lu des articles sur une Française qui a acheté sa propre baraque en Estonie. Le délai pour acheter, c'est à peu près une semaine. Il y a 6 jours pour te décider. Et le 7e jour, si tu es décidé, tu vas à la banque avec le vendeur et c'est le banquier qui te fait le crédit qui fait en même temps l'acte de notariat. Genre, la meuf explique qu'en une semaine, elle a trouvé son bien, elle a eu les clés à la banque, et voilà. Fin, une semaine, c'est bon, elle déménageait. T'es là, tu fais, mais quoi? En France, une fois que t'as trouvé le truc, t'en as pour 3 mois d'acte notarié, là, le temps qu'ils fassent des trucs, n'importe quoi. C'est pas ce qu'ils font. Ouais, ouais, ouais. Ils me sidèrent en Estonie. À chaque fois que je fais des C'est trucs, très enfin, différent. ouais. Très différent. Puis, puis après, je sais pas comment ça se passe aussi en termes de fiscalité, mais je sais que par exemple en France, la fiscalité est très complexe. Genre, moi j'ai du mal à savoir comment déclarer Ah les oui, oui, choses, bah, comment bien c'est à la base déclarer, pour ça que je comment suis en fait parti en Estonie. je Tout le monde m'a perds dit, ouais, c'est beaucoup parce que tu fais de l'évasion beaucoup fiscale. de. Rien du tout, c'est un pays en Europe. Tous les pays en Europe, ils sont égaux à plus ou moins un chouïa près, quoi. La seule différence que j'ai avec la France en Estonie, c'est que tout l'argent qui reste dans la boîte, il est pas, t'as pas de taxe à la fin de l'année sur l'argent qui dort dans ta boîte. Euh, Ils s'en branlent. Et en fait, le but, c'est que tu le réinvestisses. Tant que tu le réinvestis, il n'est pas imposé. Si tu l'utilises pour toi, il est imposé. Et du coup, les règles sont super simples. Je fais à peu près 1 heure par an d'administratif pour ma boîte. Ouais, c'est n'importe quoi. J'ai un comptable qui fait tout. C'est ouf. C'est lui qui a créé la boîte, c'est lui qui fait les déclarations de taxes tous les mois, s'il y en a à faire. Mais la plupart du temps, c'est exonéré puisqu'on fait de la TVA intracommunautaire. Et c'est lui qui fait les rapports fiscaux de fin d'année, qu'il envoie à l'État. Et moi, je dois aller sur le site de l'État juste valider que je suis d'accord avec ce que mon comptable a envoyé. C'est tout ce que je dois faire. Et après, à chaque fois que j'ai une facture, je la mets dans l'outil comptable, quoi. Mais c'est un outil numérique, j'ai une application mobile. Ça m'a l'air- Enfin, ça va, quoi. Franchement, simple. Et ça fait gagner max de temps. Du coup, c'est pour ça que je pense à investir en Estonie parce que si pour acheter, c'est aussi simple, je suis trop chaud. Ouais, c'est ouf en vrai. Enfin, en fait, ça te permet de. Parce que la charge mentale, quand tu réalises une action, puis que administrativement c'est lourd, c'est Oui, et que puis une ça fois que apporte tu vois que rien. tu La fais plupart quelque du chose temps, ça apporte qui juste apporte que de la si tu valeur à ton t'intéresses pas assez au projet, truc, tu ou. te fais baiser. C'est ça le deal de l'État. C'est que bah, du coup, t'es pas assez informé sur les 600 millions de règles qu'on a, et du coup, bah, tu payes trop d'impôts pour rien, ou tu vas. Enfin, what? Pourquoi on fait ça? Il dit politique, ouais. On est, Ouais, ben en vrai, on est en passé fait, en mode c'est pas une question économie politique, tu vois, je politique. m'en fous, je parle pas de parti, je parle pas de. Ben, juste, faut juste qu'on fasse des trucs qui aident les gens, quoi. Enfin, pour moi, l'État, c'est ça, c'est un facilitateur, tu vois. Genre, Ouais, qui un des t'accompagne. trucs qui m'a rendu fou il y a pas longtemps, c'est genre, j'ai voulu consulter les points de mon permis. Et genre, je vais sur le site, donc déjà, maintenant, j'ai la connexion France Connect, là, quand elle veut bien marcher, mais j'ai ça, je suis content. Et je clique dessus, tu sais, j'arrive sur le truc du permis, il me dit, c'est quoi votre numéro de permis? Mais, tu sais, j'avais envie de dire, c'est chez l'État que j'ai passé le permis ou c'est chez Marcel du coin? C'est chez toi, non? C'est une merde, merde, tu dois le savoir. C'est quoi mon numéro de permis? Pourquoi tu me demandes? Et genre, ils te disent pour des raisons de sécurité. Mais mec, ça veut dire que France Connect, c'est pas sécurisé? C'est ça que t'es en train de dire? Enfin, il y a un moment donné, il faut être cohérent. Ouais, moi, j'ai eu un truc pas mal avec NTS, là, le truc des titres sécurisés. D'ailleurs, je les troll très régulièrement sur Internet. Ouais, Euh, ouais, alors moi, je suis résident géographique, du coup, à l'étranger. Résident fiscal français, puisque ben, là, j'ai passé plus de 6 mois et j'ai un statut, j'avais un statut salarié. Donc, du coup, ben, résident fiscal français. Donc, c'est-à-dire que je paye mes impôts en France, que je ne bénéficie ben, de rien en France puisque j'y suis pas.
Alors, vu que je Ouais. suis ici confiné, je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour faire mon permis international, puisque j'avais pas fait la dernière fois. Et je Alors suis que allé c'est pour les sur permis Internet, internationaux, il y a pas mal c'est n'importe d'adresses quoi. étrangères. Et, et du coup, ouais. Du coup, je les ai contactés et ils m'ont dit que même si j'étais en ce moment en France, vu que je suis pas résident géographique français, je peux pas demander de faire des documents administratifs, en Quoi? gros, enfin ce type de documents en France, et que je dois demander dans mon pays de résidence. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est bien parce que du coup, je paye des impôts Ouais, c'est genre, de ouais, partout et enfin, je c'est peux pas avoir mon permis. vraiment Du coup, étonnant, voilà. la France. Tu sais, on en est arrivé à un point où on est vraiment, enfin, normalement, pour moi, philosophiquement, l'État, c'est censé être un truc qui nous accompagne dans notre life. C'est un truc qui nous porte, tu vois, qui nous maintient ensemble. Enfin, ça a des belles valeurs, tu vois. Mais on est tellement arrivé à un point de what the fuck que maintenant, on est genre, t'es obligé de trouver des combines. Enfin, tu vois, moi, je suis allé en Estonie juste parce que l'État, c'est trop, il vient pour m'emmerder plus que pour m'aider, quoi. Ouais. Enfin, c'est bizarre. Je comprends pas qu'on en soit là. Mm. Ah, mais clairement, franchement, si l'État c'était une C'est un peu le entreprise, problème AWS, quoi. AWS Le truc, tu comprends rien, il y a des services partout, il y a enfin, fait simple, les gars. Putain. Allez, meilleure comparaison, l'Estonie, c'est Digital Ocean, mon gars. Tu vas sur le site, il y a 3 boutons, il y a qu'une seule façon de faire, il y a 4 règles, il y a un seul type d'entreprise Voilà. dans tout le pays. Enfin, il y en a deux. Il y a au-dessus de 3 milliards de chiffre d'affaires et en dessous. Donc, il y en a qu'un, quoi. Oui, oui, voilà, quoi. C'est 90% des Ça entreprises peut sont très concernées vite par le même constituer statut. très rapidement. Enfin, c'est super simple, quoi. Et pourtant, c'est un pays en Europe, ils payent des taxes autant que nous, voire plus. Et enfin, moi, je suis fan de ce truc-là, tu vois. J'aimerais trop que ça soit chez nous. Le pire, c'est que ça te fait rire, mais tout leur système de l'État, il est open source. Donc le code est disponible sur GitHub, donc une plateforme d'hébergement de code. Et donc l'État français, s'il veut, il peut le dupliquer. C'est ce qu'a fait l'État finlandais, qui a passé sur le même système estonien depuis 5 ans. Et c'est le feu. Ils sont trop bien en Finlande. C'est comme ça que j'ai connu ce système parce que j'habite en Finlande. Et c'était une dinguerie. Et du coup, moi, j'étais dans une association qui voulait faire ça en France. On l'a proposé à l'État. L'État, il nous a regardé, il dit c'est pas applicable en France. On dit pourquoi? Ils savent pas. Ils savent pas, mais ils nous ont dit ce sera pas possible. Eh ben si, pourtant l'Espagne est en train de le faire, le Portugal est en train de le faire. Enfin, genre l'État, il essaye au moins, tu vois, de voir à quel point c'est réalisable dans d'autres pays. Mais nous, la France, on l'a proposé. Il y a une association où on est genre 1500 dans l'association et on nous a dit non, c'est pas faisable. Pourquoi? C'est pas. Non. D'accord. Ok. C'est con, ça simplifierait quand même pas mal de démarches, non? Et non. Non. T'es là, tu fais, bon, ok. Ouais, donc, j'étais un peu déçu. Ben ouais, j'étais trop triste. Enfin, mais tu sais que les Estoniens, ils sont tellement trop forts dans le numérique qu'ils ont même fait une page il y a 5 ans pour troller tous les pays d'Europe. Vraiment du troll pur et dur. Ils ont appelé ça Country as a Service, je crois. Et du coup, c'est une landing page où il te dit tu mets de quel pays tu viens et je crois que c'est tout. Il y a juste un sélecteur et il te dit combien, grâce à leur SaaS, tu vas économiser en tâches administratives et en argent à la fin de l'année pour l'État. Genre les mecs, ils disent mais en fait c'est trop simple notre service, venez prenez-le quoi. Genre ah vous voulez pas, ben on va Les vous mecs, troller quoi. Ouais non, ils m'avaient choqué tu sais avec comparateur leur d'État truc. en ligne. Et puis je Horrible. sais pas comment ils ont fait pour calculer ça en plus, mais enfin ça a fait pas mal le buzz ce truc-là. On peut la retrouver la page, j'essaierai de la mettre dans la description du podcast. Je vais la noter. On est 1 minute 14, bam. Ah, ça serait cool. 1h14, pardon. Je note, comme ça on n'oublie pas. Et du coup, on va pouvoir passer à mes petites questions finales. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances? Avant que je me lance, ouais, bah, j'aurais aimé qu'on me dise que franchement, il fallait pas.
qu'il fallait pas essayer de faire les choses parfaitement, mais qu'il fallait vraiment essayer de faire les choses, tout tenter en fait, sans se soucier de ce que racontent les gens, de ce que les règles disent. Finalement, ça m'aurait économisé beaucoup de temps. Et peut-être que j'aurais aimé avoir un tip sur le fait de vendre des produits avant de les créer. Parce que Mais quand tu ça t'es aussi, lancé, c'est quelque chose quand qui t'as lancé tes m'a. premiers projets, t'avais pas vu genre les vidéos de The Family ou des trucs comme ça? Alors, non, j'ai découvert les vidéos de The Family un peu plus tard, Ok, ouais. quand mes projets ont commencé du coup Parce que à bouger un j'ai peu vu plus, j'ai plein de commencé à suivre gens ces qui méthodologies. voient les vidéos, mais qui pourtant, tu sais, un peu le même truc que quand j'avais ma propre boîte, quoi. C'est genre, non, mais c'est du bullshit, ça marche pas pour mon projet, c'est pas spécifique à mon truc, et qui le font pas, puis après ils se plantent, et finalement ils font, ah si, en fait, je pourrais. Ouais. Ouais, des fois, c'est très Ah dur ouais, 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 de se remettre clairement. en Je question. pense que quand tu deviens une bête C'est un dans ce exercice truc-là, tous tu les jours. deviens une bête dans plein de trucs. Ouais. Mais je pense, ouais, après, c'est vrai que quand tu te lances dans le monde de l'entrepreneuriat, tu vois, c'est un petit peu un monde d'ego au tout début, tu vois. Enfin, même les premiers échecs que tu vis, tu vois, tu essaies toujours de les embellir. Ah, mais c'est à cause de ci, à cause de ça. Enfin, c'est dur au bout d'un moment de se regarder dans la glace, de se dire, bah écoute, aujourd'hui, ben, je suis là. Il me manque ça pour atteindre tel niveau. Je ne suis pas à la perfection, mais c'est quelque chose qui est assumé et je suis à l'aise avec ma marge de progression, tu vois. Je pense que c'est quelque chose qui s'acquiert petit à petit. Ah bah oui. Et au fur et à mesure des échecs, parce que ben, c'est soit ça, soit ben, tu fais une dépression. Voilà, je pense que l'élément de maturité, il est important C'est rigolo ce jeu avec pour être capable l'ego. d'intégrer des C'est vraiment un informations. truc que moi je ressens dans mes projets, tu vois. Enfin, genre, je suis développeur de formation. Donc, du coup, l'ego principal, il va être dans la création d'un site, enfin, ça veut dire forcément que je vais mettre ça en avant, tu vois. Et au début, c'est ce que je faisais, je créais toujours la technique et même sur LinkedIn Stat, par exemple, j'ai quand même fait la technique avant de le vendre vraiment. Bien que j'ai vu qu'il y avait un marché, j'ai quand même fait dans le mauvais ordre, ce que je compte pas faire pour les projets plus tard, mais ça fait partie des choses qui sont dans le processus d'apprentissage et c'est normal de l'apprendre, etc. Je l'ai fait dans un sens différent, j'ai mieux prototypé, j'ai fait plus vite, j'ai fait plus sale aussi au début. Alors que quand tu es développeur, bah, tu vas vouloir faire le projet qui scale, qui marche dans tous les sens, etc. Ben là, en premier lieu, pour abaisser mon ego, ce que j'ai fait, c'est que ben, je vais le faire à l'arrache. Et puis si ça marche un peu, qu'il y a des gens qui s'inscrivent, ce qui était le cas, tu vois, j'ai pris, dès que je l'ai publié, j'ai pris plus de 100 inscrits. Ben, là, je me suis dit, ok, va peut-être falloir faire un truc qui marche bien, quoi. Parce que pour le moment, le produit est pété. Et du coup, c'est ce que je fais, je l'améliore, je commence à avoir une vraie page de vente. Enfin, au début, il n'y avait pas du tout ça. Et c'est pas grave, en fait. Même si tu es développeur, même si tu es marketeur, tu peux faire des pages pourries de vente juste pour tester parce que tu as besoin de tester et tu as besoin d'avancer. C'est plus important d'avancer et de prouver que ce que tu fais va dans la bonne direction plutôt que de faire bien. Ouais. Clairement, clairement. Et tu vas le mettre en description, du coup, Mais là, vu que ton l'épisode sort dans outil? un moment, je pense que je vais te l'envoyer en privé, ça va être plus Ça, c'est simple. chaud. Sinon, tu vas attendre un petit peu avant de tester l'outil. Mais assez Ouais, rigolo, je l'ai envoyé à personne de Germinal d'ailleurs. Mais parce que j'ai pas posté en français, j'ai direct posté en anglais, j'ai fait l'outil en anglais, c'est pour ça. Et je vais faire un post, là j'ai préparé un post justement, parce qu'il y a un mec en français qui se lance, qui fait la même chose. Mais du coup, mon produit est plus avancé, je pense, parce que je l'ai créé il y a déjà 8 mois. Mais du coup, je vais poster là en français pour... si j'ai vu plein de gens intéressés sur le mec concurrent qui fait ça. Ah, stylé, stylé. ok, excellent. Je Trop relayerai cool. le post. Maintenant, avant-dernière question, qui est le prochain que je dois faire venir dans ce podcast selon toi? Alors, selon moi, il serait intéressant de faire venir quelqu'un qui s'appelle Clément. Euh, je... c'est quelqu'un qui est par contre super discret. Alors pour ceux qui éventuellement connaissent Germinal et écoutent le podcast, il ne s'agit pas de Clément de Germinal, il s'agit Putain, il d'un est autre tellement Clément. discret que tu peux même pas drop son nom de famille, Mais quoi. ouais, je Ou pense alors que tu le c'est connais pas. quelqu'un qui est très intéressant à interviewer. Ok. Je, je-
Je voulais te le Oui, dropper, oui, je voulais oui, te le oui, très dropper en bien, très bien. privé, au Pas de cas où souci. le mec serait pas d'accord avec ce que je fais. Et du coup, dernière question, c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre, les makers. Alors, les makers peuvent me suivre du Ok. coup sur LinkedIn. Donc, LinkedIn, Alain Briez. Je mettrai tout ça dans la description. Alors, vu que t'as pas mal parlé de tes projets, mais t'as jamais donné leur nom, souvent, ce que je te propose, c'est que dans la description que je t'ai envoyée dans Google Drive, tu puisses venir tout en bas et rajouter les URL des projets, sinon je vais jamais les trouver. Yes. Ok, bah écoute, Ouais, tu peux même en rajouter avec si tu veux. Drop on en a parlé au moins. name dropping. Ok. Ouais, Ben, c'était il y vraiment en a cool. vraiment un paquet. Ouais. Ça part de, ça part du logiciel pour enregistrer sa boîte Mais non, mail en ligne putain, on n'a pas eu le temps jusqu'au d'explorer tout ça. booker de terrasse de On va café refaire pour un faire second sa boîte. épisode. C'est vraiment, je te jure. Bon, du coup, sinon, j'étais en train de te dire, c'était vraiment cool de t'avoir eu dans le podcast. Je suis vraiment content qu'on m'ait conseillé ton nom. Et Bah, j'ai pris un gros kiff. yes. J'ai Eh pris un ben gros kiff génial. du coup aussi. Si vous aussi, les auditeurs, vous avez Donc, kiffé ce podcast, ben, le meilleur truc, c'est de mettre une note 5 étoiles sur iTunes. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître ce podcast. Merci à toi d'être venu et je te dis à la prochaine. à la prochaine. Merci.